So a couple housekeeping things to start off with. I'd like to just give a quick introduction. Présentation de l'Union nationale des fermiers, un organisme basé sur les membres à l'échelle nationale, la voix des agriculteurs canadiens. On travaille sur la souveraineté alimentaire, sur le reste du Canada, 98% d'entre vous. Ne sont pas fermiers, mais qui sont joints de vous joindre à nous comme des membres d'appui. Alors, pendant qu'elle continue, je vais vérifier dans le chat s'il y a quelqu'un qui écoute en français. Pourriez-vous nous indiquer dans le conversé s'il y a quelqu'un qui écoute en français? We couldn't do it without you. And if you can go to the next slide, I want to just highlight. Alors, on va aller à la prochaine diapo. Alors, merci, Jenny Miner, j'ai eu ta note, on continue. Alors, ça, c'est le calendrier de la convention et des présentations auparavant. On espère que vous pourrez vous joindre à nous avec aussi certains des webinaires. La rencontre pour les femmes et les jeunes sont ouverts à tout le monde. Et on va également avoir l'espace pour les fermiers BIPOC. Alors, les gens de couleur autochtones, les noirs, ça c'est pour les gens qui s'identifient comme noirs, indigènes, etc. On va offrir l'interprétation pour tous les ateliers. Pour ceux qui s'intéressent, alors invitez vos collègues francophones à se joindre. Alors, on a aussi le calendrier en français. Donc, c'est une première chose pour nous. On veut régler toutes les choses d'interprétation. Ça fonctionne sur le côté français maintenant pour l'interprétation. Je voulais souligner rapidement notre présentateur principal, notre Seth Klein, qui va parler d'une bonne guerre, mobiliser le Canada pour la crise climatique. Alors, le sujet est crucial pour nous tous. Alors, ajustez pour votre zone horaire. Alors, la fiche est là. Je veux vous rappeler que tout le monde, peu importe où nous sommes sur les terres des Autochtones. L'UNF travaille pour une meilleure compréhension du colonialisme au Canada et s'appuyer les uns des autres, remettre en question avec le processus de colonisation et ensuite de décolonisation. On reconnaît que les gens qui travaillent sur la terre, les fermiers, partagent une responsabilité personnelle et de partager avec les Autochtones. Alors, tout ça est important pour notre survie. On va commencer en reconnaissant aujourd'hui que notre juridiction, aujourd'hui, on est responsable concernant les terres. Il faut ne pas oublier la question de la souveraineté. Avec la COVID, c'est bien de pouvoir passer 90 minutes avec vous autres. J'ai vu vos noms. Je sais que je parle à plusieurs collègues fermiers. J'aime ce que représente l'UNF. On a une petite ferme et plusieurs années passées, comme action de protester, si vous voulez, contre l'agriculture conventionnelle, je me suis joint à l'UNF. Alors, c'est bien de voir ce qui se passe. Alors, salutations à l'Université du Manitoba. On a reconnu que nous sommes sur des terres issues des droits et traités
Nous avons des campus à travers le Manitoba. Alors, je vais parler de l'agroécologie. Comme vous pouvez voir, je vais demander à Ella de me faire signe si elle peut voir mon écran. Oui, c'est bien. Alors, l'agroécologie, c'est différentes choses pour différentes personnes. Quand on parle de cela, par les gens qui disent qu'ils s'y connaissent, des fois, la présentation peut être différente. Stephen Gleesman, qui a écrit beaucoup de textes sur l'agroécologie et qui l'a défini comme une science, une pratique, et ça fait partie aussi d'un mouvement social. Et je crois que ça fait beaucoup de sens. Et c'est ce dont je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, je suppose que vous pouvez tous m'entendre et je vais continuer. Alors, qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Ce que j'ai fait ici, j'ai fait une petite liste de 8 choses, de choses qui pourraient être utilisées pour décrire l'agroécologie. Alors, 8, c'est autres. On ne veut pas oublier les autres. Alors, comment est-ce qu'on gère les espèces nuisibles, les nutriments, l'interagir avec le sol, le perturber ou ne pas le perturber, les arbres, l'aquaculture, la gestion de l'eau, l'irrigation ou l'utiliser de l'eau. Il faut se voir aussi, nous autres aussi, comme des animaux. Il y a aussi d'autres dimensions à l'agroécologie. L'argument que beaucoup d'entre nous avons fait, et moi je suis une de plusieurs voix, et je pense qu'on en parle autour de la table ou quand on visite des collègues, c'est que ça s'intègre à toutes sortes d'agriculture au Canada. Ici, on a... Je vais minimiser les choses là. On a des images en Colombie-Britannique, une production maraîchère sur l'île de Vancouver. Je pense que j'ai pris toutes ces photos. Je connais tout ce monde-là. Et c'est un merveilleux endroit pour pratiquer l'agroécologie. Et une de mes introductions, c'était dans le nord du Dakota, où les fermiers, ils avaient un jardin, ils s'en servaient comme le parcelle d'expérimentation. Travailler avec les cultures intercalaires, etc. En bas à droite, des fermiers biologiques au Québec et ils pratiquent l'intégration des animaux, du bétail. En haut à droite, l'intégration des animaux là aussi. Et il y a aussi sans labourage. À gauche, on a la gestion des eaux. Et ça devient la gestion de l'eau est de plus en plus reconnue ou mieux reconnue pour ce qui est aussi de comment est-ce qu'on peut gérer aussi le ruissellement. L'agroécologie, ben, ça convient un peu partout. L'agroécologie, ça convient aussi dans des fermes tropicales. En fait, beaucoup de définitions de l'agroécologie provenaient des tropiques. Miguel Altieri Gleesman, ils étaient à la fois en Californie et laissez-moi vous donner quelques exemples. Et à gauche, c'est vraiment du vermicompostage au Nicaragua. Nous avons eu l'occasion de travailler là pendant un certain nombre d'années. Et ce qu'on voit ici, les fermiers nous montrent l'endroit où est-ce qui installe ces condendente. Ça montre aussi les œufs de ces vers-là qui sont en train d'être traités. Et l'image au-dessus, ce qui est très intéressant, une forme très intéressante d'agroécologie, il y a beaucoup d'espoir. C'est de l'agriculture de conservation au Malawi. C'est des plantations d'arbres et avec différentes... nous avons du paillis à base de paille. Et ce qui est fascinant,
C'est les arbres. C'est Faderbia libida. C'est ce type d'arbres-là. Ce sont des arbres aussi qui fixent l'azote et qui croient aussi dans certaines régions d'Afrique. Et c'est presque trop beau pour être vrai parce que ce type d'arbre qui est fait de la fixation d'azote aussi laisse tomber ses graines pendant la saison des pluies. Et ce qui est planté dans ces plantations-là aussi, ces feuilles-là vont tomber sur le sol et ensuite ils vont relâcher de l'azote. Et je vois autour de l'arbre, le sol est beaucoup plus vert et ensuite l'arbre reste en phase dormant pour une certaine période de temps. Et ensuite, ça fait de l'ombrage aussi pour le paysage. C'est vraiment une très bonne stratégie d'irrigation parce que ça rafraîchit le champ d'une façon très importante. On appelle ça aussi un arbre renversé phénologique. Et en bas, au centre, c'est une photo que j'ai prise au Kenya. Et nous travaillons là, à ce moment-là, pour un programme de conservation, d'agriculture de conservation. Cette jeune fermière avait fait une expérience. C'était une expérience avec un type d'espèce. En anglais, c'est lablock, comme une culture de couverture. Et c'est un type de culture aussi qui est très élevé en protéines. Et ensuite, ce type de culture-là repousse à nouveau. La communauté était très surprise et fière d'elle. Ces exemples d'agroécologie. Et ici, à droite, je viens juste de résumer de l'information aussi de Joel, qui travaille en Angleterre, qui a fait beaucoup de travail sur Et il présente cette opinion-là. Lorsqu'on les résume, comme ces projets d'agroécologie, c'est qu'ils mènent à des augmentations de rendement quand même très élevées. On parle et c'est ce dont le monde a besoin aussi, surtout sur le continent africain ou d'autres endroits dans le monde où est-ce que la population humaine va continuer d'accroître pour les 60 prochaines années. Maintenant, lorsqu'on pense que la population un peu partout dans le monde va être en déclin d'ici la fin du siècle, mais ça ne sera pas le cas dans ces endroits-là. Et l'agroécologie convient ici, mais aussi pour l'agriculture en zone tropicale. Et lorsque nous parlons de l'aspect de nourrir la planète, ici, ce qu'on entend souvent aussi des entreprises agroalimentaires ou bien des universités comme celle où je travaille, une chose qu'on peut partager avec ça. C'est qu'il y a certaines de ces fermes-là aussi, ils n'appartiennent pas nécessairement à des corporations, mais à des membres de la communauté. C'est très efficace. Qu'on songe à l'agroécologie, c'est la norme dans notre région, surtout d'où est-ce que je suis. Je suis à peu près à 5 km de la Rivière-Rouge. Et nous savons que l'agriculture a eu lieu ici depuis longtemps. Et moi, j'ai commencé mes connaissances en agriculture avec la photo à droite. J'ai appris il y a très longtemps que les tribus avaient des populations sédentaires aussi qui étaient le long de la rivière. Et ils cultivaient du maïs, des fèves aussi. Et ici, vous pouvez voir une photo aussi de ce qu'on appelle les Trois Sœurs aussi, et c'est ça, à Clearwater, au Manitoba. J'étais au courant de ceci, mais ce que je ne savais pas, c'est que en 1400 avant, les gens faisaient de l'agriculture le long de la rivière, où est-ce que je suis maintenant. Et ici, j'ai monté ici, ce qu'on parle des premiers fermiers dans la vallée de la Rivière-Rouge. Et on parle des années 1400 quelques. Et ils faisaient de l'agriculture le long de la rivière pour des raisons qui étaient quand même évidentes. Et peut-être ce pas des raisons aussi évidentes pour des personnes qui ne participent pas à l'agriculture. Ils faisaient de l'agriculture le long du lac parce que ça ne gelait pas aussitôt que le restant. Et j'ai trouvé ça fascinant
Et je tiens à donner aussi un autre exemple. Celui, c'est à Hawaï. Et ça se trouve où est-ce que les systèmes de ressources pour les Autochtones sont aussi. Voilà, à Aopawa. Et j'ai eu l'occasion de visiter et d'étudier celui-ci. Et ce que c'est, et si mon curseur fonctionne, c'est bien là. C'est vraiment aussi un système alimentaire qui commence ici, dans l'océan, au bord de l'océan. Et ensuite, il y a des étangs où est-ce qu'ils gèrent l'eau. Il y a avec du terreau et d'autres plantes. Et au haut de la colline, il y a différents arbres, des arbres de pamplemousse. Et ensuite, il y a du bois qu'ils peuvent utiliser ou qu'ils utilisent aussi pour construire des édifices. Et aussi, il y a un élément spirituel à ceci. Et lorsque ma femme Geraldine et moi-même sommes allés, vous voyez cette photo de moi ici, là, il y avait une fondation. C'est où est-ce que l'agroécologiste demeurait aussi. Dans ce centre d'interprétation, ils ont dit que la personne en chef à Upala était un agroécologiste. Je voulais partager cette photo-là avec vous parce que vraiment, ça donne une signification à ce que nous allons discuter aujourd'hui. Et une des choses qui m'a vraiment intéressée avec la gestion de l'eau, c'est le scénario où est-ce que l'eau est plus rare et l'eau douce provient d'ici. Ça ne provient pas d'ici parce que l'océan, c'est de l'eau salée. J'ai dû faire l'analogie que ce qui se passe dans de nombreux endroits au Canada, ici, c'est un exemple là, de Mercury et j'ai volé ça à Ian McCormick et ça montre aussi comment la cartographie du territoire pour ce qui est de l'hydrologie et de la topologie. Il y a vraiment une connexion ici lorsqu'on regarde ça. C'est comparativement à l'expérience à Hawaï. Moi, je suis très, très intéressée par ceci. Et je suis un professeur, j'enseigne des cours, mais je recherche toujours des occasions pour intéresser les étudiants. Comment est-ce que je peux répandre la nouvelle? Netflix. Tout le monde connaît Netflix. Et peut-être qu'on pourrait préparer une série d'émissions sur l'agroécologie. C'est ce que je vais faire aussi pour le meilleur et pour le pire. Ici, d'avoir une série sur Netflix. Les fermiers d'agroécologie, c'est vraiment les gens que les rejets un peu du système alimentaire moderne, qu'on pourrait appeler. Et c'est vraiment mon argument, c'est que les agroécologistes ont des outils qui sont uniques. Ici, maintenant, vous voyez Netflix. J'ai reçu mon financement. Nous sommes prêts à commencer. Ce sera la première saison. Et la première session d'ouverture, c'est cet ancien paysage. C'est un petit peu, ça ressemble un peu, là, on voulait répéter un petit peu l'émission qui s'appelle This Whole House. Ici, ça, c'est au nord de la Chine, à Lost Plateau. C'est une région à peu près de la superficie de la France. Ici, là, en Chine, c'est plus de 6000 ans qu'ils font de l'agriculture. Et vraiment, le paysage est en état de dégradation extrême aussi. Ici, comment est-ce qu'on peut transformer le paysage d'en haut sur l'image d'en bas? L'agroécologie a été appliquée ici, dans ce cas-ci. Il y a aussi ils ont aussi appliqué des principes d'ingénierie, que ce soit le terrassement, le reterrassement, améliorer le terrassement, essayer la diversité des arbres, la gestion de l'eau des arbres. Et lorsque j'ai appris pour cette première-là, c'est une personne, John Liu. Lui, c'est un producteur de films. Il a documenté aussi la transformation du plateau de l'Ouest au nord-ouest de la Chine. Et vous voyez à gauche, c'est avant, puis la photo à côté, c'est après. Et c'est des choses qu'il a décrites aussi. Vous pouvez obtenir son documentaire vidéo en ligne. J'ai eu l'occasion de travailler dans le nord-ouest de la Chine avec une université et lorsque j'ai appris à propos de ceci,
je voyageais dans cette région à quelques reprises, j'ai étudié et c'est une région très remarquable. Ce n'est pas facile, mais le problème ici, c'était que c'est que la terre était tellement dégradée et on nécessitait une restauration écologique complète. Et ça fait une très grande différence. Et John a couvert le même type de choses en Éthiopie, Rwanda, en Jordanie et dans le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, il y a tellement de défis, mais lorsqu'on peut guérir la relation des gens avec l'écoécologie. C'est le premier épisode. Maintenant, vous allez voir si ces choses-là y vont. L'épisode 2, j'appelle ça vraiment la conservation. C'est un peu comme, j'ai pris un petit peu comme l'exemple du livre de Liz Entel. Ici, on parle des fermiers de lentilles au Montana. Et c'est une histoire fantastique. Et ici, le souterrain, la conservation du souterrain aussi, ça a été sur. Et comme vous savez, au Canada, il y a la révolution sans le travail de la terre où ça a commencé il y a une trentaine d'années. Et maintenant, ça a été commencé par les fermiers, puis ça a été à différentes échelles. Mais je sais que bon nombre d'entre nous sommes au courant. Et ça a été aussi la pratique ailleurs dans le monde, en Amérique centrale. La photo à gauche, c'est une photo que j'ai prise en Honduras et ça montre vraiment aussi un système idéal d'agroconservation. À droite, c'est lorsqu'ils ont récolté les fèves, ont été plantées. Vous pouvez les voir ici entre les rangs. C'est vraiment une colline très abrupte. Et c'est une photo ici au Zimbabwe. Où est-ce qu'il y a de l'agriculture de conservation? Hein? C'est la préservation de ce qui se trouve souterrain, du sol. Et nous allons aussi à Kenton, au Manitoba, vous pouvez voir aussi. Mais nous allons aussi nous rendre nous allons aussi avoir un certain nombre de fermiers qui sont ici. Parce qu'ici, nous avons dit que cette révolution-là a été incitée par les fermiers d'abord. Et je vais décrire aussi le manuel de production pour Manitoba et au Dakota du Nord aussi, ce qu'on appelle aucun labour de la terre. Là. Et le contenu de ces manuels de production, ce que ça nous dit, c'est que ces fermiers-là ont vraiment évolué dans leur pensée. En 91, ce manuel de production, c'était vraiment comment traiter les résidus, comment est-ce qu'on pouvait planter de façon mécanique. Et c'était le début du sans labour, sans travail de la terre. Et en 97, le manuel, tenions compte aussi de la faune et du bétail aussi. C'était beaucoup plus large. Nous parlions à ce moment-là de la diversité des cultives. Et en 2011, la version, ça se lit pareil comme un manuel de cours en agroécologie. Il y a une photo d'un animal de bovin. Et ici, ce que je tiens à partager cette évolution parce que c'était quelque chose que les fermiers ont fait. Oui, ils avaient des scientifiques qui les ont aidés, mais vraiment, c'est une révolution qu'ils ont menée eux-mêmes. Et nous avons vu aussi ce type de révolution, que ce soit pour les paniers bio, les agriculteurs biologiques. Et s'il y a des enfants ici, peut-être que c'est le temps d'aller chercher un popsicle parce qu'on parlait de quelque chose, l'épisode 3. L'affaire bactérie atmosphère. C'est modelé un peu. C'est une affaire à se rappeler. Alors, l'atmosphère, ici, en arrière-plan, ça contient 78% d'azote. Alors, quand ces bactéries-là se rassemblent avec les nodules, il y a de bonnes choses qui se passent. Et on sait ce qui se passe. L'azote est pris de l'atmosphère par les plantes et ça permet à la plante de fonctionner par elle-même. Elle n'a pas besoin d'intrants externes.
Et de quoi ça a l'air sur le paysage? Alors, je regarde à gauche. Alors, ici au Kenya, c'est ça des cultures de couverture avec des légumineuses. Alors, les agronomes dans le développement ont vraiment embrassé l'idée des semi-vivaces. On s'excuse, le son de Martin coupe parfois pour les interprètes. Alors, ils ont des choses qu'ils peuvent planter quand les cultures principales ne sont pas en croissance. Alors, l'atmosphère, les, les bactéries aident cette communauté-là. Et près de chez nous, vous allez peut-être reconnaître Dave Brown à droite. Il a écrit un livre de la terre au sol. Il a transformé sa ferme qui était vraiment épuisée et il a rendu ça un sol plus productif avec un mélange de légumineuses, de graminées et ensuite avoir comme pâturage. Alors, il y a beaucoup de gens qui le suivent, beaucoup de fermiers qui ont été inspirés. Un des autres endroits, pour partager un peu de connaissances scientifiques, nos comparaisons à long terme avec le biologique, ce qui nous stimule vraiment, c'est d'apprendre que le système basé sur les légumineuses, avec le blé et d'autres céréales, produisent de 50 à 60 de moins d'oxyde nitreux. Alors, ça peut être une compensation pour l'azote qui est mis dans le système. Si c'est bien géré, ça peut réduire les émissions d'oxyde nitreux des légumineuses parce qu'elles aussi, elles émettent d'oxyde nitreux. Alors ici, Megan, une de nos étudiantes. Épisode 4, des gros sacs de feu. Vous avez déjà entendu parler des Great Balls of Fire, qui était la musique, là. Moi, ça a été exposé à ça au Costa Rica. Ça ressemble d'un sac pour l'ensilage. Alors, il y avait une centrale électrique. Il travaillait avec les gens en haut du réservoir pour réduire l'érosion et tout cela. Ma collègue Laura Sims a travaillé là. Et c'est sa photo à gauche. Alors, une des choses qu'ils ont fait, ils ont donné les sacs, ils ont mis des fumiers, etc. Et ça fait du méthane. C'est un système magique que j'ignorais complètement 12 ans passés. Alors, à droite, on voit une autre ferme et ça, c'est ma photo. Et voici le sac, ça monte à la maison. C'est là qu'ils amènent le lait pour le bouillir, pour faire du fromage. Là aussi, j'utilise du méthane. C'est un système brillant parce qu'on met le fumier dans le sac, hein, ça produit du méthane. Le méthane, le gaz, le son coupe. Alors, tout ça, ça fait. Alors, ce qui est bien avec ça, cet épisode-là, ça va vraiment, on va comprendre, on va parler des vaches dans le sud de l'Alberta, ce qu'ils font à Lethbridge Biogas. Alors, vous voyez, là, c'est plus gros que des sacs, c'est des gestions anaérobiques qui recueillent le gaz et ils font de l'électricité. Alors, c'est ça, on peut dire publiquement, on fait l'électricité avec du fumier. Alors, ils sont là depuis 2013. Ils ont élargi en 2020. Alors, ce n'est pas seulement le bétail, on le fait avec nos restants de cuisine, avec les déchets. Ça va dans les biodigesteurs aussi, dans d'autres parties du pays. Et ça fait du gaz. Et le méthane peut être utilisé pour différentes fins. Et ce qui est resté, on appelle ça le digesteur. Et ça peut être utilisé comme engrais
biologique. Il y a une autre compagnie au Canada qui utilise, qui nourrit des insectes avec ça et qui vont ramasser les déjections, la chiure, comme on dit, des insectes pour engrais. Alors, on voit le système circulaire dans le cycle des nutriments. Un des principes, donc, de l'agroécologie, c'était gestion intégrée des nutriments. C'est un bon exemple de cela. Voici une photo de notre... alors, ça, c'est une recherche sur du blé biologique. Alors, ici, on met du phosphate. Alors, vous voyez les deux, ceux qui peuvent fertiliser au milieu. Et vous voyez, à droite, c'était les déjections des insectes comme engrais. Alors, comment loin est-ce qu'on peut aller avec ça? Voici une image que j'ai montrée à des étudiants plusieurs années, des systèmes intégrés. Un ancien doyen de l'université avait fait du travail en Inde. Il avait partagé certaines expériences avec nous et je trouve ça toujours intéressant. Alors, on s'en vient tranquillement au Canada. Alors, voici comment ça peut fonctionner. On a les cultures, le riz, les légumineuses, du maïs. On donne ça aux animaux, poulets, chèvres, bétail, bovins. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre ces chèvres-là dans ou les chèvres. Alors, les déjections vont tomber dans l'eau, les canards sont là et alors ça marche comme un cycle complet. Le poisson, on peut manger, alors il n'y a pas de problème s'il y a du colis. Alors ici, on voit la possibilité d'utiliser le biogaz et ensuite le compost, les restants peuvent être transformés avant que ça soit mis sur la terre. Alors, vous comprenez le portrait. Je pense que c'est très excitant. C'est une inspiration pour nous, mais à travers ces étapes-là, on y arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, l'épisode numéro 5, on appelle ça les champs de fraises, un peu comme les Beatles, Strawberry, Subway Fields Forever. Alors, voici une question. Est-ce que ces fraises-là sont pareilles ou différentes? Alors, disons qu'ils ont été produites dans différents systèmes agricoles. Nous avons perdu le son. Dans cette étude-là, John Reganold, qui était à l'Université de Washington State, et se demandait les questions à propos des propriétés nutritives des cultures conventionnelles, biologiques. Il est intéressé dans les gènes fonctionnels de l'écosystème des sols. Alors, voici ce qu'il a trouvé. J'ai cité cela, c'est ouvert. Les biologiques étaient plus élevés en antioxydants. Nous savons que c'est important pour nous parce qu'ils vont aller des radicaux libres dans notre système et aussi plus élevés en phénoliques. Ça, c'est des métabolites secondaires des plantes, sont importants pour la nutrition. Il y a plusieurs types de phénoliques. Alors, les champs de fraises étaient différents. Alors, c'est ça qu'on mettrait dans cette vidéo-là. Alors, la question est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut amener ces idées-là vers le conventionnel? La raison pour laquelle on a plus de composantes bénéfiques du système biologique, c'est peut-être l'utilisation du compost. Les plantes ont peut-être plus de stress. Peut-être ça peut être une bonne chose. Ça peut déclencher d'autres processus. Ce sont certaines des choses que l'on sait à propos de ces questions-là. Alors, voici, c'est essentiellement mon pitch là, pour Netflix. On verra s'ils vont accepter le projet.
Je voulais faire quelques commentaires avec l'agroécologie et les mouvements sociaux. J'avais pas compris que une personne sur 8 sur la planète vit dans des taudis. Et j'ai travaillé fort pour trouver ces statistiques-là. C'est les meilleures que j'ai pu trouver. C'est ce que je sais qui existe. Alors, en bas à gauche, ça dit l'Amérique. Alors, 21% des gens en milieu urbain en Amérique centrale vivent dans des taudis. Ça a diminué. En fait, parce que le nombre de milieux en milieu urbain a augmenté, donc les chiffres augmentent. Alors, en droite, en haut, Ramon, famille avec qui on a travaillé au Nicaragua, c'est un fermier avec sa grande famille, son fils sur la charrue. Ils ont environ 6 hectares. Une belle petite ferme au Nicaragua, ils ont du bétail, des cultures. Et quand je voyage au Nicaragua, je regarde les zones rurales. C'est là où les communautés sont intactes. C'est pas toujours le cas en milieu urbain. Alors, je comprends pourquoi les gens protestent dans des pays comme on voit en bas pour avoir accès à la terre, avoir l'accès à l'opportunité, du moins avoir un choix pour rester sur la terre et éviter les taudis. Alors, pour amener ça au niveau Pour retourner à l'écologie. l'agroécologie, nous travaillons avec les universités locales aussi en Amérique centrale. Nous comparons les pratiques agroécologiques et avec celles plus traditionnelles. Et nous sommes surtout intéressés à l'exposition aux pesticides par les fermiers et les communautés. Et ici, c'est une photo des photos des cultures de tomates de Ramon, des deux cultures. Et côte à côte, on a probablement aux alentours de 14, 16 cycles de culture. Et la rotation était faite aussi entre le maïs et les tomates. Et à gauche, en haut, cette parcelle aussi, on a utilisé de l'engrais synthétique et des insecticides. Et à droite, en bas, ça, c'était du fumier composté, des cultures de couverture et ensuite des insecticides NIM. Et lors de cette visite-là en particulier, le volcan avait fait éruption et avait causé beaucoup, beaucoup de poussière dans la région. Et les tomates qui poussaient de façon agroécologique ont beaucoup mieux réussi que les autres. Les fermiers n'allaient pas retourner en arrière. Et il disait aussi que le maïs, les fèves, les tomates aussi poussaient beaucoup mieux. Et je ne veux pas être naïf non plus, mais je pense que les familles, et vraiment, ils ont peut-être un meilleur contrôle sur leur avenir. Parce que ce petit garçon-là, qu'on voit sur la photo, j'aimerais me voir cette personne-là grandir en ayant un sentiment de liberté sur la ferme plutôt que de vivre dans un bidonville. C'est cette raison-là pourquoi ce que je le mentionne aujourd'hui. Ici, c'est le père de Ramon, c'est celui avec la casquette rouge, et le frère de Ramon, qui est à côté de lui avec la casquette noire. J'ai un mot de la fin ici. J'espère que vous pouvez voir cette diapo-là. Ça montre aussi l'Empire romain là, à son apogée. C'était 117 ans avant Jésus-Christ. Et on peut dire vraiment que l'Empire romain gouvernait pas mal tout le bassin méditerranéen jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et les Romains étaient quand même organisés. C'était vraiment planifié. Il y avait une gestion centrale. Lorsque l'Empire romain s'est effondré, là, ensuite, on est tombé au Moyen Âge. C'est l'histoire qui est quand même fascinante. Et ensuite, ça provenait pas seulement vraiment de l'Irlande ou ça provenait de l'Est et éventuellement, cette section du monde est revenue
est revenu habiter dans des maisons de briques. Il vivait des années, centaines d'années auparavant. Et je pense que vous savez aussi où est-ce que je vais en venir avec ça, c'est que l'Empire romain s'est effondré et afin de ressusciter cette région-là, il fallait que les idées proviennent de l'extérieur. Je pense que définitivement, il y a une analogie avec l'agriculture industrielle qui se concentre surtout sur beaucoup de choses, y compris la centralisation et la normalisation. Il y a certaines normalisations que c'est bien d'avoir des clauses, par exemple, de blé ou des choses, nous donne accès à des marchés internationaux d'une façon cohérente. Mais on peut aller trop loin avec la normalisation et souvent, ça enlève la diversité du système tel qu'on le voit au Canada. Et la centralisation peut devenir un problème parce que dans une région diversifiée, vous avez besoin d'avoir un certain contrôle au niveau local. Mon argument ici, que je discute avec moi-même, c'est que l'agriculture industrielle, n'est pas vraiment, convient pas vraiment aux forces de durabilité de la terre. Vraiment, j'ai eu des discussions aussi avec des gens comme John Nyker du Missouri qui croient que les Américains, un jour peut-être, ne voudront plus appuyer l'agriculture industrielle comme qu'ils font maintenant, qu'il y aura des subventions aussi. L'agriculture industrielle commence aussi peut-être à se fonder pour des raisons économiques ou bien biologiques. Et je pense que l'agroécologie va jouer un rôle central aussi à la lumière de tout ça, lorsque l'agriculture, pour les régions d'agriculture industrielle, parce que les connaissances des gens à gauche, ici, vous voyez les connaissances qu'ils ont, c'est exactement ce qui est requis pour avoir un système alimentaire durable. Je pourrais dire aussi peut-être, donc, je présente mon cas, vous pouvez discuter, mais je crois fermement que l'agroécologie est devenue, ou des agricultures, des systèmes naturels, ou l'agriculture écologique, biologique, et les fermes biologiques a atteint un niveau de sophistication. Et maintenant, c'est non seulement ils ont quelque chose à offrir, mais probablement qu'ils doivent aussi peut-être passer à une position beaucoup plus centrale et même servir au développement d'affaires. Merci de votre attention. Vous pouvez me contacter ici et j'ai une chaîne YouTube et je mets des vidéos YouTube. C'est pas fait par des professionnels. Merci beaucoup de votre attention.